Quand on parle de problèmes avec la qualité de l'eau et les installations de chauffage au niveau eau, il y a l'eau noire, comme on le connaît, chacun qui a déjà vidangé une installation de chauffage sait comment ça se présente. Il y a les dépôts de boue noirâtre, le magnétite, qui est donc une formulation Fe3O4, donc le fer plus l'oxygène. Et il y a aussi la boue rouge ou brune, des fois orange, qui se présente sous forme de rouille, dénomination scientifique est l'hématite, Fe2O3. Voilà. Ce sont ces choses-là qui nous embêtent, ainsi que les dépôts de tartre. Le tartre étant un mélange de calcaire et de magnésium qui est causé par la dureté de l'eau, qui se dépose à l'intérieur des chaudières ou de nos jours aussi les pompes à chaleur sur les parois chauffant. En fait, c'est parce que la température de l'eau est augmentée en déant d'une chaudière ou une pompe à chaleur ou autre chose, dans un échangeur par exemple, que là, il se forme un dépôt. Maintenant, les problèmes que l'on voit dans les installations sont souvent des combinaisons. On les connaît par exemple en forme de grains noirs, des paillettes et des choses qui nous embêtent, par exemple dans les petites échangeurs qui se trouvent dans une chaudière murale pour chauffer l'eau chaude sanitaire, qui peut être colmatée de ça, ou la 23 voies par exemple, qui est très souvent un problème. Donc, c'est assez rare que l'on voit seulement un dépôt de rouille ou de magnétite ou un dépôt seulement de tartre. En général, ce sont des combinaisons. Et ça commence avec certains symptômes que l'installation de chauffage démontre, comme par exemple le robinet thermostatique. Un chauffagiste qui n'a jamais vécu ça, le fait qu'un robinet thermostatique peut se bloquer, d'après moi, n'existe plus. Sauf peut-être qu'il vient de commencer il y a une semaine ou quelque chose, mais le robinet thermostatique, c'est connu, ça peut se bloquer. Et quand vous allez sur Internet et vous tapez, par exemple, en YouTube, vous tapez robinet thermostatique bloqué, vous trouvez plein de films, de clips qui vous montrent comment on peut débloquer une telle valve avec une pince et un matériel très spécialisé qui s'appelle marteau. Hein. Comme ça, on peut y remédier. Seulement, le fait qu'on y remède comme ça dépasse le fait que, en fait, c'est un symptôme. C'est un premier signe qu'à l'intérieur de l'installation, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, quand un robinet thermostatique se colmate, cela veut dire qu'il y a un dépôt de boue à l'intérieur. Et le dépôt de boue peut être très grave ou peut être très léger, mais c'est toujours un symptôme, c'est toujours un indice. Pareil avec les circulateurs. Un circulateur qui se bloque, eh bien, cela veut dire qu'il y a un dépôt à l'intérieur. Et ce dépôt peut être léger ou peut être très grave. Et à l'époque, quand ça a commencé avec le blocage des circulateurs, on va dire, je ne sais pas, dans les années 80 par exemple, on a trouvé une remède et on a inventé le fameux système anti-blocage, un système électronique qui met en marche le circulateur, on va dire une fois par jour ou une fois par une fois par semaine, je n'en sais rien. En fait, et en redémarrant le circulateur ainsi régulièrement pendant la saison hors chauffe, eh bien, le circulateur ne se bloquait plus. Mais là, de nouveau, c'est un symptôme qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Et le système anti-blocage qui redémarre le circulateur régulièrement ne fait que cacher en fait ce problème parce que ultérieurement, le circulateur va se bloquer complètement à cause de dépôts de boue. Et d'après moi, et ça c'est le vrai but de cette séance, de ce webinaire, il faut se poser la question, quel genre de chauffagiste est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être un chauffagiste comme il y en a beaucoup, qui lutte les symptômes et qui va solutionner les problèmes au moment qui se présentent, ou est-ce qu'on va penser un peu plus loin et dans l'intérêt de notre client, planifier les choses, ne pas toujours devenir en urgence parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais prévenir qui est toujours mieux que guérir, quoi. Et la première image le montre ici, trop de café, de cigarettes, de pilules, de
nourriture qui n'est pas trop saine, on va dire, ce n'est pas une bonne chose. Alors on obtient des problèmes de digestion, d'estomac ou de je ne sais pas quoi à l'intérieur. Et alors on prend des piles. Eh ben, je pense que ce n'est pas le bon système. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Faire du sport, une activité physique régulière, une nourriture équilibrée, c'est toujours beaucoup mieux que de lutter contre les symptômes. Et c'est pareil dans le domaine du chauffage. Dans le domaine du chauffage, il ne faut pas, je pense, trop aller dans le détail pour ne pas avoir ce genre de conteneur de mitraille, mais il vaut mieux, je pense, se renseigner et ne pas lutter les symptômes seulement, mais chercher d'où vient cet oxygène qui cause la corrosion et d'où vient cette dureté. Et voilà, c'est le début. On est parti maintenant parce qu'on parle de l'eau morte. Et l'eau morte, c'est une notion qui existe depuis très longtemps, d'après moi. L'eau morte, c'est quoi? C'est une eau qui ne contient pas d'oxygène dissous, et puisqu'elle ne contient pas, ou plus, il faut dire, de l'oxygène dissous, elle ne cause plus de problèmes de corrosion, et c'est une eau qui a une conductivité très basse. Maintenant, la conductivité, c'est quoi? La conductivité de l'eau, c'est le pouvoir de l'eau de faire passer un léger courant électrique. C'est donc l'inverse de la résistance. Et une eau qui contient beaucoup de matière dissoute, une eau par exemple saline, eh bien, elle a une conductivité très élevée. Et une eau avec une conductivité très élevée peut bien conduire les électrons et ainsi, quand il y a de l'oxygène, elle va donc faciliter la corrosion. Une eau qui est donc saline va corroder plus facilement, toujours quand il y a de l'oxygène. Cela veut dire qu'il ne faut pas trop mélanger les choses. On a une conductivité qui permet de faire passer les électrons, ça c'est une chose, et on a besoin d'oxygène pour faire un oxyde. Quand il n'y a pas d'oxygène, il n'y a plus d'oxyde. Quand il n'y a pas ou peu de conductivité, eh ben, quand il y a de l'oxygène, ça peut toujours corroder. Donc, aujourd'hui, de nos jours, puisque les fabricants de matériel de déminéralisation et d'adoucisseurs et tout ça, nous font comprendre qu'il faut toujours déminéraliser ou quand même adoucir l'eau et qu'ainsi on lutte contre la corrosion, c'est une mi-vérité. Ce n'est pas une vérité à 100% parce que d'abord, c'est l'oxygène qui fait les oxydes et ce n'est pas la conductivité qui fait les oxydes. Mais bon, une eau morte qui contient peu de sel dissous et pas d'oxygène dissous, eh ben, c'est une eau morte et que ça c'est bien. Quand elle n'est pas morte, eh ben, cela veut dire qu'il y a des entrées d'oxygène. Des entrées d'oxygène permanentes, comme à l'époque dans le vase ouvert, ou des entrées intermittentes, comme on va voir prochainement dans ce webinaire. Maintenant, est-ce que l'eau de votre installation est morte ou pas? Comment peut-on savoir? Maintenant, il y a vraiment pas mal de mauvaises conceptions là. Certains disent quand l'eau est noire, elle est morte. Ce n'est pas une vérité à 100%. Quand l'eau est noire, cela veut dire qu'en fait, il n'y a pas un excès d'oxygène. Parce que quand une eau a une couleur rougeâtre, brunâtre, orange, cela veut dire qu'en effet, il y a une teneur en oxygène qui est trop élevée et que cela cause alors la rouille. Donc ça, c'est forcément mauvais. Mais quand l'eau est noire, cela veut dire qu'il y a eu des entrées d'oxygène à l'époque, et qui ne sont plus le cas, où il y a des entrées d'oxygène intermittentes à faible degré qui font que l'acier est toujours capable de se corroder, se transformer en magnetite. On va aborder ce thème un peu plus tard maintenant, d'ici 5 minutes, mais d'abord, je veux vous parler de la conductivité. La conductivité, donc le pouvoir de l'eau de faire passer des électrons, l'inverse de la résistance. On peut mesurer ça très facilement avec un petit appareil qui coûte vraiment pas cher, qui coûte, on va dire, entre 100 et 200 euros, quelque chose. Il y en a même qui sont meilleurs marché, portable, sur batterie. Voilà, on le plonge dans un petit échantillon et on sait tout de suite combien est la conductivité de cette eau. Et une conductivité basse est très bien. Les Normands prescrivent qu'il faudrait rester en dessous de 100 microsiemens par 100 cm.
Le CSTC ici en Belgique va publier prochainement une notice technique sur la corrosion dans les installations de chauffage. Et le CSTC dit voilà, il vaut mieux rester en dessous de 200. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Pas mal de clients que j'ai pratiquent 150, le milieu des deux valeurs. C'est un fait sûr que si on trouve une installation de chauffage et là, l'eau a une conductivité qui dépasse 200 microsiemens par centimètre, ce n'est pas une bonne chose. Cela veut dire que ce eau vient d'être renouvelé, où il y a des sels dissous, très souvent aussi par un package de traitement chimique. On va aborder ce thème dans le prochain webinaire. Et pour savoir si l'eau est morte, c'est-à-dire elle n'a plus d'oxygène, ça, c'est pas possible. On ne peut pas mesurer ça. Si on pourrait le mesurer, il y a moyen de le faire, mais c'est cher, onéreux, et c'est techniquement vachement compliqué. Donc, mesurer l'oxygène dissous dans l'eau de chauffage, il faut un appareil assez compliqué qui doit être bien étalonné. Il faut mesurer à la pression du système. Donc, prendre un échantillon et plonger une sonde là-dedans pour voir est-ce qu'il y a de l'oxygène dissous, c'est déjà foutu, ça ne marche pas, parce que l'oxygène dissous, forcément, du moment que vous prenez un échantillon, par la dépression qui se fait, eh bien, il y a un dégazage qui se fait et forcément, l'oxygène va déjà partir. Donc, la mesure est fausse. Donc, il faut mesurer vraiment à la pression et à la température du système. Et ça, c'est pas si facile. On peut le faire, mais c'est pas si facile. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Il faut s'investir et c'est pas évident. La seule manière de mesurer s'il y a de l'oxygène dans l'eau de votre système, c'est de mesurer en fait la corrosion même par un système de monitoring. Et dans la note qui va venir, la notice technique du CSTC, on parle aussi de corrosion monitoring comme un processus qui semble très intéressant, surtout dans les installations compliquées. Comme j'ai dit, il vaut mieux lutter contre les causes et pas contre les symptômes. Et c'est pas sorcier. Vous connaissez peut-être le thème, c'est pas sorcier. Vous voyez le poisson rouge qui explique le phénomène là de consommation d'oxygène par le poisson rouge, qui consomme donc l'oxygène dans l'eau, et vu le fait qu'il consomme l'oxygène, il se passe un processus de diffusion d'oxygène fraîche dans cette eau de cet aquarium. C'est exactement la même chose dans les installations de chauffage, où il n'y a évidemment pas le poisson rouge, mais il y a une raison pour laquelle l'eau ne contient pas d'oxygène, c'est parce que l'acier consomme tout le temps l'oxygène. Et comme l'acier consomme l'oxygène et réduit toujours le taux d'oxygène dissous, comme le poisson ici dans l'exemple, eh bien, il y a une force motrice qui se crée et l'eau cherchera toujours de l'oxygène fraîche. Maintenant, dans une installation comme à l'époque, qui est bien enveloppée en acier, des tuyaux en acier et des radiateurs et tout en métal, eh bien, là, il n'y a pas d'entrée d'oxygène possible, mais de nos jours, c'est de moins en moins le cas. Voilà, je me suis passé 2 slides en une fois. Donc, quand on parle d'oxygène, et je vais aborder le thème plus tard en détail, mais on va d'abord parler de la dureté de l'eau, parce que ça, c'est un aspect très simple. Les chaudières d'antan enlevaient la dureté automatiquement parce qu'ils créaient un dépôt de tartre, les sels durcissants se précipitaient, et voilà, le problème était résolu. Évidemment, il ne fallait pas exagérer parce qu'ici, on donnait toujours des appoints d'eau, surtout quand l'eau était dure. On parle de l'eau d'appoint qui était dure. Et bien forcément, ça formait à l'époque donc un dépôt de tartre à l'intérieur de la chaudière trop élevé, trop épais, et cela faisait donc des effets de surchauffe des corps de chauffe, et ainsi, bon, pas mal de chaudières ont cassé, c'est clair. Mais aujourd'hui, les chaudières sont devenues tellement légères, et les pompes à chaleur, c'est pareil, avec des petites ouvertures, des petites valves automatiques, des débits assez élevés. Évidemment, il faut le dire, aussi des rendements beaucoup plus élevés. Donc, on a fait d'énormes progrès au niveau milieu, au niveau rendement énergétique, etc. Mais de l'autre côté, c'est un peu comme dans l'automobile aussi,
les anciens moteurs V8 des voitures américaines des années 50 qui roulent toujours au Cuba, eh bien, aujourd'hui, ça n'existe plus dans les voitures contemporaines. Donc, il faut s'y adopter et il faut, dans certains domaines, il faut faire comme si c'est comme ça. Voilà. Et cela veut dire qu'il faut déminéraliser ou au moins adoucir l'eau. La différence entre adoucir ou déminéraliser, on traitera dans le prochain webinaire, mercredi prochain. Donc, on va aller un peu plus en détail sur ce niveau-là. Conclusion, à l'époque, si on avait une chaudière comme vous la voyez à gauche ici, ben, pour autant qu'on ne me donnait pas d'appoint tous les jours, ça allait bien. Et aujourd'hui, il faut remplir avec une eau adoucie ou déminéralisée. En ce qui concerne l'oxygène, c'est encore plus facile parce qu'il disparaît de lui-même, l'oxygène. Il est consommé dans le processus de corrosion. Et donc, quand vous avez assez de métal, là, il faut faire attention. Il faut impérativement du métal corrodable dans les systèmes de chauffage. Des gens qui font des installations uniquement en matière synthétique créent un problème. Et c'est logique, parce que pour autant que vous utilisez des matériaux non corrodables, il vous reste de moins en moins de matière corrodable. Donc, si vous faites tout, on va dire, en matière synthétique ou en cuivre, et vous n'avez plus de corps de chauffe, des radiateurs, par exemple, en acier, ou des chaudières en acier, etc., il vous reste peut-être quelques raccords à droite et à gauche, et il vous reste encore le corps du circulateur. Eh bien, forcément, il y a tellement peu de fer qui peut encore prendre l'oxygène qui est de toute façon là au début, que la pression de corrosion, on ne parle pas de la pression, on parle du pouvoir corrosion, s'aggrave sur les composants qui restent. Et je vois de plus en plus d'installations modernes qui ont 2-3 ans, qui ont d'énormes problèmes parce que le taux d'oxygène n'a pas pu être consommé par le peu de métal qui reste encore. Et le prochain élément faible après l'acier sera le laiton. Donc, si vous n'avez pas d'acier dans une installation de chauffage, pas de fer, on va dire corrodable, le prochain élément, entre parenthèses, faible, sera le laiton qui va donc se dézinguer et qui va causer des problèmes. Donc, il vaut beaucoup mieux installer des tuyaux et des radiateurs et autant que possible de matériel corrodable pour que la teneur en oxygène dissous soit basse. Chez moi, à la maison, j'ai commandé une installation de chauffage il y a pas mal de temps. L'installateur l'avait fait en cuivre, j'ai fait abattre tout et je l'ai refait en acier. Le fait que les vases ouverts étaient toujours une cause d'entrée d'oxygène a fait disparaître les vases. C'est normal, il ne doit pas y avoir une entrée d'oxygène. Mais comment peut-on découvrir s'il y a des entrées d'oxygène intermittentes? Parce que ça sont ceux qui sont très, très, très difficiles. Eh bien, j'ai fait une petite analogie, avec le toit de la maison et l'eau de pluie qui fuit vers l'intérieur. Ici, vous voyez à gauche 2 images de fuite qui coulent à travers d'un toit lorsqu'il pleut, c'est clair, et on peut voir les traces lorsqu'il pleut. Mais du moment que la pluie s'arrête et on revient, on va dire 5, 6, 7 heures plus tard, cette tache-là sera séchée et on ne voit plus où était la fuite. Là non plus, on ne voit plus où était la fuite. Sauf après longtemps, quand les dégâts sont faits, comme vous voyez ici à droite, une fois que les dégâts sont là, alors là, on peut voir d'où vient cette eau. Mais c'est déjà devenu assez coûteux, c'est déjà trop tard, les frais seront élevés. Et c'est exactement pareil pour les entrées d'oxygène dans le domaine du chauffage. Quand vous voulez mesurer éventuellement l'oxygène dissous, vous trouverez seulement de l'oxygène dissous au moment de l'entrée de cet oxygène. Parce que peu de temps après, cet oxygène aura disparu. Et si vous voyez par exemple un départ et un retour, le départ qui approche presque 100 degrés, 90 TD, un retour qui est à, on va dire, à 60 et quelque chose, et une pression juste à côté qui est 0. Logique que cette installation aspirera de l'air.
Et une fois que les dégâts deviennent visibles à l'extérieur, alors il est trop tard. Donc il faut trouver une réponse à ce phénomène. Et cette réponse est une mesure par coupon. Il y a les coupons physiques, non électroniques, mais qui ne peuvent pas donner un alarme ou un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les coupons électroniques qui, en cas d'entrée d'oxygène, vous montrent qu'il y a un problème et qui vous avertissent. Mais ce qui est le plus important de tout, c'est de savoir quel est le vrai problème. Et dans la prochaine notice technique qui va venir quelque part au printemps, on l'attend depuis très 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 longtemps, mais là, il y aura un tableau qui sera vraiment très intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec notre monitoring de corrosion, nous pouvons prouver en pratique que le modèle théorique que le CSTC a développé, apparemment, semble assez juste. Je vais vous montrer des choses que je crois que vous ne connaissez pas. De quelle manière est-ce que cet oxygène pénètre dans une installation fermée? Puisqu'elle est fermée, c'est fermé. Eh bien, ce n'est pas le cas. Une installation fermée n'est pas toujours fermée. On peut le comparer à une maison. Quand vous quittez la maison et vous avez la porte du véranda ou la porte devant, peu importe laquelle, ou une fenêtre qui est fermée, mais qui n'est pas fermée à clé, eh bien, un cambrioleur peut toujours prendre la porte et le rouvrir et entrer dans la maison et faire ce qu'il a envie de faire. Il est question donc de fermer, mais de fermer de manière appropriée. Et dans les installations de chauffage, on trouve par exemple des purgeurs automatiques. Un purgeur automatique est une porte qui est fermée à condition qu'il y a de la pression et qu'il y a de l'eau. Du moment qu'il y a manque d'eau, le flotteur il tombe et il s'ouvre. Si alors il y a une pression, il n'y a pas de problème. L'air ne rentrera pas. Mais s'il y a un manque de pression, comme l'exemple du slide juste avant, eh bien, vous allez avoir des entrées d'air, et des entrées d'air importantes. Et c'est pour cela qu'ici, on a rangé les 6 différentes possibilités pour l'oxygène de pénétrer dans une installation. Évidemment, le numéro 1, c'est clair, quand vous allez remplir une première fois une installation, c'est clair qu'avant qu'elle était remplie, il n'y avait que de l'air dans l'installation. Il est fort probable qu'après le remplissage, il y aura encore quelque part à droite et à gauche de l'air résiduel que l'on n'a peut-être pas pu purger convenablement. De nos jours, on utilise des séparateurs de bulles, des séparateurs de microbulles et des séparateurs d'air qui sont bien capables de purger une installation de manière très, très, très efficace. Mais il est toujours possible qu'à droite ou à gauche, il y a de l'air résiduel. Eh bien, dans l'exemple que je vais vous montrer, on a supposé qu'il y a 10% de l'installation que l'on n'a pas pu purger. Et alors, on va calculer ce 10%. Dans l'exemple que j'ai utilisé, par exemple, 100 litres d'air entrappé quelque part, enfermé quelque part dans un radiateur ou une tête de colonne ou peu importe où, qui n'a pas pu être purgé. Cet air contient de l'oxygène, cet oxygène causera une corrosion et ça formera des bouts, eh bien combien? Hop, on vous le calcule. Il y a évidemment aussi la teneur en oxygène de l'eau de remplissage elle-même. Il faut savoir que l'eau du robinet, au moyen en Europe, contient plus ou moins 10 mg d'oxygène par litre d'eau. Cela veut dire si on a 1000 litres d'eau, qu'on aura forcément plus ou moins 10 grammes d'oxygène. Ces 10 grammes d'oxygène font un mariage avec le fer et créent donc une certaine quantité de corrosion. Et franchement, si après vous mettez de l'eau d'appoint, c'est pareil. Évidemment que ce sera moins, mais il y aura aussi de l'oxygène dissous dans votre eau d'appoint. Un autre aspect que l'on voit très 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 peu, ce sont les entrées d'air dues aux dépressions. Je viens d'en parler déjà, un purgeur d'air qui est fermé quand il y a de l'eau et de la pression, mais du moment qu'il y a une dépression, il fait entrer de l'air. Un autre élément, c'est la diffusion d'oxygène à travers des matériaux perméables. J'essaie d'expliquer très brièvement. Il y a pas mal de chauffagistes qui ne voient pas très clair comment c'est possible que quand on a une installation de chauffage à pression, et si on va faire par exemple un trou dedans, l'eau va couler, puisqu'évidemment elle est sous pression, comment alors dans une telle installation l'oxygène de l'ambiance,
de l'atmosphère pourrait aller rentrer dedans, en fait, contre le sens de la pression. Hein. Eh bien, c'est assez simple, parce que ce n'est pas contre le sens de la pression. La pression générale, la pression totale, va faire que l'eau voudrait sortir de l'installation en cas de fuite, en cas de trou, en cas d'ouverture. Mais pour l'oxygène, c'est une histoire différente. Parce que l'oxygène, en fait, l'oxygène à l'intérieur de l'installation est absent. Il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur de l'installation parce qu'il se marie tout de suite avec l'acier. Cela fait que la pression partielle pour cet oxygène à l'intérieur de l'installation est quasi nulle. Et vu le fait que la pression partielle à l'intérieur de l'installation est quasi nulle et qu'à l'extérieur, dans l'atmosphère, il y a à peu près 210 millibars de pression d'oxygène, puisqu'il y a à peu près, on va dire, 1000 millibars de pression totale, et dans ce 1000 millibars de pression totale, il y a à peu près 21% d'oxygène, donc il y a 210 millibars de pression partielle pour l'oxygène, et bien forcément, quand vous avez un paroi qui est non étanche à la passage d'oxygène, comme les anciens tubes synthétiques des installations plancher chauffant des années 70, eh bien, l'oxygène sera poussé de l'atmosphère à l'intérieur de votre installation de chauffage. Maintenant, je sais bien que les tuyaux synthétiques de nos jours, aujourd'hui, ne sont plus diffus à l'oxygène. On appelle ça les tuyaux diffus-stop, comme par exemple les tuyaux Sandwich. Je ne vais pas citer toutes les marques, mais vous savez bien de quoi je parle. D'installation avec des tuyaux avec une couche synthétique, puis une couche métallique. En général, c'est l'aluminium entre les deux synthétiques. Donc, ils sont étanches. Ils sont vraiment étanches. Là, il ne se passe plus d'oxygène. Mais les flexibles synthétiques, les flexibles en caoutchouc, ça, c'est autre chose. Le caoutchouc, pour les installations de chauffage, c'est une catastrophe. Le caoutchouc, c'est vraiment une matière qui est perméable. Et ça, vous savez, puisque, par exemple, les pneus de votre bicyclette, quand vous l'avez plus utilisé pendant quelques temps, vous savez bien qu'il faut regonfler vos pneus. Et pareil avec la voiture, une fois par, allez, je ne sais pas, par an ou quelques fois par an, ça dépend de la température, ça dépend de l'utilisation, etc. Et c'est pareil dans le vase d'expansion d'une installation de chauffage qui a une membrane qui laisse passer le coussin de gaz. Et c'est pareil pour les tuyaux synthétiques qui laissent passer de l'oxygène à l'intérieur du chauffage. Et finalement, évidemment, le contact d'oxygène direct, par exemple, dans un vase ouvert, c'est évidemment la catastrophe. Eh bien, je vais vous passer un exemple de calcul aussi vite que possible. Je vous parle d'une installation, comme le petit photo de l'immeuble vous montre là, plus ou moins 1000 litres d'eau. On suppose que tout l'oxygène va se lier à l'acier pour faire du magnétite. La chimie nous apprend qu'un gramme d'oxygène forme 3,6 grammes de magnétite. Et les mécanismes de l'entrée de l'oxygène sont peut-être des fois uniques, par exemple le remplissage, ou ils sont peut-être répétitifs, par exemple, si on a des dépressions au sommet de l'installation, eh bien, ça peut se reproduire. Dans l'exemple de calcul, on ne tient pas compte de la conductivité et du pH. L'explication est très simple. Le pH a très peu d'influence sur la corrosion. Évidemment, c'est clair qu'il a une influence, mais ce n'est pas l'influence que l'on suppose toujours, sauf dans certains cas pour l'aluminium. Là, je reviendrai la prochaine fois, mercredi prochain, sur l'influence du pH. Mais dans le calcul ici, on n'a pas tenu compte de ça. Et il ne faut pas ignorer que la conductivité ne joue pas sur l'ampleur de la corrosion, seulement sur la vitesse de la réaction. Eh bien, si on a 10% de l'installation qui n'a pas été purgée, on en parle de 1000 litres, ça va créer 91 grammes de magnétite. Et 91 grammes, c'est plus ou moins 10 petits machins de Nutroma, le lait pour le café, là, parce que ça fait 9 grammes à peu près, un petit machin comme ça. Donc, je vous demande, essayez de retrouver 91 grammes. Donc, la quantité dans le lait pour le café dans une installation de 1000 litres d'eau, vous n'allez jamais pu retrouver ça. Ça disparaît. Donc, cette quantité de magnétite est vraiment rien du tout. Et ça ne se passe qu'une fois.
Et pareil, si vous avez des appoints d'eau, l'appoint d'eau, c'est clair, ça n'est rien du tout non plus, puisque l'appoint d'eau, ce n'est un dixième de ce qu'on avait avant là. Ici, l'autre, j'ai oublié, je m'excuse, l'oxygène dissous dans l'eau de remplissage, 1000 litres d'eau, ça m'a fait évidemment 36 grammes, c'est clair. Il ne faut pas trop expliquer ça. Ici, c'est le vrai problème. Quand il y a des dépressions, quand un vase d'expansion se dégonfle, eh bien, forcément que là, vous aurez des dépressions au sommet, vous aurez des entrées d'air, et ces entrées d'air, c'est la catastrophe. Cela fait chaque année 3,6 kilos de magnétite. Ça, c'est autre chose. Il y a aussi la diffusion d'oxygène, on le sait, et les tuyaux synthétiques, comme on vient de parler, il y en a deux sortes. Il y a la sorte vraiment étanche, avec le paroi de séparation métallique à l'intérieur. Et il y a les tuyaux synthétiques à barrière EVOH, qui sont des barrières antidiffusion synthétiques, qui sont aussi étanches selon la norme DIN 4726, mais qui ne sont pas 100% étanches. On parle de 99,999999. Donc, ce n'est pas grave, mais ça représente aussi une petite quantité de formation de magnétite. Évidemment, les tuyaux non étanches à la diffusion d'oxygène, il ne faut pas aller en détail, ce sont des quantités catastrophales de formation de magnétite. Pareil pour les flexibles en caoutchouc, l'exemple nous le montre, presque 6 kg de magnétite chaque année. Chaque année, il ne faut pas utiliser les tuyaux synthétiques en caoutchouc. Il ne faut pas utiliser les flexibles en caoutchouc. Malgré que ce soit facile, j'avoue, c'est facile, mais si vous voulez des tuyaux flexibles, mettez alors les tuyaux flexibles vraiment métalliques, l'inox ondulé, comme vous le connaissez, ou vous utilisez peut-être des tuyaux semi-flexibles, synthétiques, avec un paroi métallique à l'intérieur. Il y a aussi l'oxygène qui est dans le coussin du vase d'expansion. Parce que le vase d'expansion, je le sais, j'ai été fabricant de vases d'expansion, il est gonflé avec de l'air comprimé. Il y a un seul fabricant qui gonfle ses vases avec de l'azote, et l'exemple va venir prochainement, mais tous les autres fabricants gonflent les vases avec de l'air comprimé, et franchement, le calcul le montre ici, la conséquence est très limite. Hein. Dans une installation de 1000 litres d'eau, avec un vase, par exemple, de 150 litres, même gonflé en bar et demi, j'aurais pu prendre un demi-bar, ça aurait été beaucoup moins, la quantité de magnétite qui est formée là est rien. Essayez de retrouver 400 grammes de magnétite en 1000 litres d'eau. Vous n'allez jamais le trouver, c'est pas possible. Mais il y a un seul fabricant qui gonfle en azote, c'est-à-dire il gonfle en appoint en azote. Parce que le vase, évidemment, quand il est construit, il contient déjà de l'air, donc il contient déjà de l'oxygène. Mais on remplit en appoint en azote. Évidemment que cela fait donc moins de formation de main. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est ce tableau-ci. C'est un tableau comparatif qui explique alors de quoi on parle. Vous voyez deux colonnes à droite, vous voyez la colonne unique, c'est donc un phénomène de formation de boue unique lors du remplissage, lors de la mise en marche. Et là, vous voyez des quantités de 90 et de 36, et en bas là, 400 arrondis ou 150 dans le cas d'un autre vase. Des quantités qui sont vraiment abordables, qui ne représentent pas grand-chose. Et quand vous faites des remplissages d'appoint, l'eau d'appoint, comme vous le voyez ici à droite, en vert 3,6, franchement, l'appoint d'eau, pour ce qui est la corrosion, n'est pas le problème. Le problème, ce sont les dépressions. Et les dépressions se manifestent avant que l'appoint se fait. Parce que, vu le fait que le vase d'expansion se dégonfle, on crée une dépression, on a des glouglous dans le radiateur, et alors là, on se rend compte qu'il faut donner un peu de pression de nouveau, et purger, hop, et on est reparti. Ce thème-là, dégonflage des vases d'expansion et les conséquences, sera expliqué en détail dans le prochain webinaire mercredi prochain.
Pour simplifier les conclusions, sans image, rien du tout, noir sur blanc, les origines principales de problèmes sont les flexibles en caoutchouc et les dépressions. Pratiquer des flexibles en inox ondulé et pratiquer des vases d'expansion convenables. Des vases qui, de préférence, ne perdent pas ou très peu leur pré-gonflage et installer ces vases-là de manière valable. Cela veut dire au bon point dans l'installation, à l'aspiration du circulateur, surdimensionner le vase ou calculer le vase et installer, s'il vous plaît, la bonne pression de gonflage. Parce que la bonne pression de gonflage, c'est l'alpha et l'oméga. Quelqu'un qui installe des vases d'expansion qui viennent comme ça du grossiste sans adapter la pression de gonflage n'est pas un homme de métier, pour moi. Le vase d'expansion est la cause la plus sous-estimée. Et c'est ce qu'on voit. Où est la logique, si je vous demande? Malheureusement, on ne peut pas faire un poll comme ça, mais j'aurais dû le faire. Où est la logique si vous voyez ou vous constatez que la longévité d'un vase d'expansion moyen sur le marché, on va dire, allez, qu'est-ce que je dois dire? Quelle est la longévité d'un petit vase d'expansion moyennant de 25, 35 ou 18 litres? Même un grand aussi. Quelle est sa longévité? Certains vont dire 5 ans, d'autres vont dire 7 ans. Il y en a qui disent 10 ans. Mais un vase qui tient 20 ans ou 30 ans, je ne pense pas que ça existe. Pourtant, c'est ça, la longévité projetée de l'installation. On ne fait pas une installation pour 5 ans. Quand on fait une installation de chauffage, je parle bien d'une installation. Je ne parle pas de la chaudière, je parle d'une installation qui fait partie du bâtiment, les tuyaux, les radiateurs. Ben, on ne fait pas ça pour 5 ans. Mais le machin qui doit assurer la durée de vie de cette installation, empêcher la corrosion, empêcher la formation de boue, empêcher des grands problèmes, franchement, eh ben, c'est la vase d'expansion et celui-là, il tient, allez, on va dire, entre 5 et 10 ans. Et vous savez très bien qu'il y en a qui ne tiennent pas si longtemps. Eh bien, cet aspect, la prochaine fois, mercredi prochain, on en parle en détail.